Bonsoir et bienvenue, ça vous regarde en direct, je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire ce soir, la France va peut-être enfin avoir un budget. L'accord auquel est parvenue la commission mixte paritaire aujourd'hui est une étape importante de franchie. Le texte de compromis sur la loi de finances sera soumis lundi aux députés. Alors, que vont faire les socialistes? Censure ou pas censure? C'est la principale question ce soir. Grand décryptage dans un instant avec mes invités sur ce plateau. Ils sont inséparables depuis 15 ans. Leur enquête au long cours fait souvent trembler la République. Cette fois, c'est à la gestion du Covid-19 qu'ils s'attaquent. Gérard Davet et Fabrice Lhomme, tous les deux journalistes au Monde, seront avec nous tout à l'heure dans la deuxième partie. Enfin, retour sur le mot de la semaine, submersion bien sûr. Le Premier ministre François Bayrou, submergé par la polémique sémantique qu'il a lui-même suscitée sur l'immigration. Nous en parlerons avec la sémiologue Mariette Darigrand et l'avocat Bertrand Perrier, maître dans l'art de la parole. Voilà pour le sommaire. Installez-vous, ça vous regarde. Générique. Il aura donc fallu un jour et demi pour parvenir à un accord sans accroc majeur, ni cri d'orfraie. Les 14 parlementaires, 7 députés, 7 sénateurs ont trouvé un compromis sur le budget. On va y revenir dans le détail. Les socialistes revendiquent quelques victoires, mais sont-ils prêts pour autant à ne pas renverser le gouvernement de François Bayrou? On va se poser la question ce soir. Et puis pour les Français, surtout, qu'est-ce qui va changer si ce budget n'est pas censuré? Bonsoir Jean-René Cazeneuve. Bonsoir. Bienvenue, député Ensemble pour la République du Gers. Vous avez siégé depuis hier matin à l'Assemblée dans cette commission mixte paritaire comme suppléant. Bonsoir Laurence Rossignol. Bonsoir. Sénatrice socialiste du Val-de-Marne. Bonsoir Elsa Mondin-Gava. Bonsoir. Ma consoeur d'LCP aux manettes des questions au gouvernement en direct sur notre antenne tous les mardis et mercredis. Enfin bonsoir Charles Sapin. Bonsoir. Bienvenue, journaliste politique au Point. Qui sont les vainqueurs de ces discussions à huis clos? Avant de vous entendre, le récap de Bruno Donnet. Tout de suite. Bonsoir Bruno. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Alors qui a gagné, qui a perdu dans cette commission mixte paritaire? Eh bien c'est exactement comme dans l'école des fans Myriam. Tout le monde a gagné et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, le parti présidentiel a gagné tout simplement parce qu'un accord a été conclu. Vous savez, on était dans un moment grave, dans un moment historique où la priorité des priorités, c'est d'assurer que la France puisse avoir au plus vite un budget. Voilà, parti présidentiel. Ok, pour les Républicains maintenant c'était un peu plus difficile parce qu'à peu près tout ce qu'ils avaient réclamé au Sénat a été détricoté par la commission mixte paritaire. Mais figurez-vous qu'ils ont gagné quand même grâce à une petite subtilité, la maîtrise du déficit. Dans une situation catastrophique, le redressement est l'objectif d'être à 5,4% de déficit public est en passe d'être atteint. En tous les cas, dans la copie que nous rendons, les choses sont acquises. Donc, les Républicains gagnant aussi. Toutefois, si l'on en croit Jean-Philippe Tanguy, il y a tout de même un parti qui a plus gagné que les autres. Donc, le seul qui s'en sort avec la tête haute, c'est évidemment le Rassemblement national, qui pour le moment a obtenu l'ensemble des lignes rouges pour lesquelles Marine Le Pen et Jordan Bardella s'étaient maintenus. Les retraites seront toujours indexées, les médicaments seront toujours remboursés. Il y a plus d'argent pour l'hôpital, il y a plus de postes pour les enseignants, il y a quelques économies sur les agences. Allez hop, Rassemblement national gagnant plus. Donc pas de perdants. Vous en êtes sûr, Bruno? Certains, absolument certains, Myriam, car au Parti socialiste, même si on a voté contre les conclusions de la commission, même si l'aide médicale d'État a été amputée de 111 millions d'euros, et même si Philippe Brun en a perdu sa voix, eh ben, on a gagné quand même. Regardez les victoires que nous avons obtenues depuis hier. En sortant du Sénat, il y avait une taxe sur les transactions financières qui avait un taux beaucoup plus faible. On l'a augmenté. En sortant du Sénat, il y avait des coupes importantes dans le budget, par exemple de l'éducation nationale. On les a rétablies. Donc, Parti socialiste,
C'est bon aussi, reste le cas de la France insoumise. Alors, vous n'allez pas me dire qu'ils ont gagné, ils sont foudrage. Vous êtes naïve, Myriam, mais si, les insoumis ont gagné politiquement. Certes, ils sont très mécontents, mais comme les socialistes n'ont pas rué dans les brancards, ça permet à la France insoumise de leur mettre la pression, d'apparaître comme l'unique force d'opposition à gauche et surtout de rappeler que le rendez-vous important, eh bien, il aura lieu mardi prochain. Il faut reconnaître qu'une erreur a été faite, là en l'occurrence par les socialistes, et admettre que la seule solution pour s'en sortir, puisque cette commission mixte paritaire sera conclusive, c'est la censure du gouvernement. Voilà, et les filles qui rappellent que ce qui lui importe vraiment, c'est de faire tomber le gouvernement, CQFD, Myriam. Tout le monde a gagné. Le seul problème, c'est que contrairement à l'école des fans, le prochain budget de la France, s'il y en a un jour, ne fera peut-être pas que des gagnants. Merci. Merci beaucoup pour ce billet bien enlevé comme on les aime pour un vendredi soir, Bruno. Je voudrais quand même m'appuyer sur vous, Elsa Mondingava, pour commencer ce débat, pour se pencher un peu dans le détail sur ce compromis du côté des impôts. Les recettes fiscales, pour commencer, est-ce qu'on en sait plus? Qui va devoir payer plus? Et qui peut revendiquer des victoires ce soir sur ce volet-là? Alors, sur les compromis obtenus par le Parti socialiste sur ce volet justement des recettes, on peut penser à la surtaxe de l'impôt sur les sociétés qui va toucher les grands groupes, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Petit bémol, les socialistes auraient voulu que ce soit pour 2 ans ou alors pérenne, ce sera 1 an seulement. La taxe sur les transactions financières, attention, le PS la voulait aussi un petit peu plus élevée qu'elle ne l'est dans la copie finale. Sur les rachats d'actions et les billets d'avion, pareil, ça a été un compromis. Ça, c'est des choses sur lesquelles le PS peut s'appuyer pour revendiquer des victoires, pour surtout dire que François Bayrou a respecté les engagements qu'il avait donnés en janvier dernier, juste avant sa déclaration de politique générale. Mais on voit bien que sur chacun des points, il y a des nuances. Le PS aurait voulu aller plus loin. Mais en tout cas, ça, il va pouvoir dire à leur électorat, grâce à nous, grâce au fait qu'on ait négocié avec le gouvernement, eh bien tout ça, c'est bien dans la copie finale du gouvernement. Laurence Rossignol, moi je vois quand même de la justice fiscale dans ces recettes supplémentaires, les grands groupes, les grandes entreprises, de l'écologie aussi, taxe sur les avions, les rachats d'actions. C'est un bon compromis ce soir ? Si vous me permettez, avant de répondre à votre question, juste une petite remarque sur la commission mixte paritaire, juste pour... Elle n'est pas paritaire ? Elle n'est ni mixte ni paritaire. Alors, mixte au sens où il y a le Sénat et l'Assemblée. 28 membres, 14 députés, 14 sénateurs, dont 7 titulaires, 7 suppléants, 2 oui. femmes. 2 femmes sur 28 personnes dans cette commission qui n'est donc ni mixte ni paritaire. Je le note parce que c'est quand même un mauvais signal. C'est une photo de la réalité, de la manière dont fonctionnent nos institutions malgré nos lois sur la parité. Et j'invite l'ensemble des formations politiques à réfléchir à ça. Je ferme la parenthèse, mais il faut... Le compromis faut pas laisser sur passer. cet aspect-là, les impôts. Alors, sur les impôts, il y a effectivement, on a négocié, mais on a arraché avec les dents, effectivement, un certain nombre de mesures supplémentaires. Mais on est loin quand même des 50 milliards que, depuis 2017, ont disparu, se sont évaporés des recettes de l'État par les différentes mesures qu'a pris la majorité macroniste, en particulier suppression de l'ISF, suppression de la taxe d'habitation, suppression des taxes pour les entreprises qui allaient aux collectivités locales, pour ne pas parler techno. On en est loin, et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles on est autant en difficulté, c'est que l'argent s'est évaporé des recettes de la France. Les grands groupes et les grandes entreprises, on a entendu Bernard Arnault, on a vu à quel point ça lui déplaisait et qu'il allait peut-être délocaliser ses ateliers. Bernard Arnault a un problème. Le problème de Bernard Arnault, c'est qu'il y a des menaces qui pèsent sur les taxes à l'entrée des États-Unis et il va produire aux États-Unis pour vendre aux États-Unis et il essaye de nous en faire porter à nous la responsabilité. Donc tout ça, c'est que de la politique et c'est pas de l'économie sérieuse. Ce volet-là ? Non, le compte n'y est pas parce qu'on aurait pu faire mieux. Il n'y a toujours pas d'impôt de solidarité sur la fortune. Puis il y a quand même un chiffre qui est sorti cette semaine, qui vient de Bercy. En 20 ans, les revenus annuels des plus riches, des ultra-riches, ont doublé. Personne d'autre a vu ces revenus doubler en un an. Pendant ce temps-là, pour les Français, il y en a qui ont été un petit peu mieux, il y en a pour qui c'est toujours pareil, et d'autres pour qui ça s'est dégradé. Donc on voit bien quand même, on devrait tous ensemble se dire qu'on a quand même un problème de redistribution des richesses en France,
pas qu'en France d'ailleurs, et c'est ce qui fait qu'après, on a des discussions terribles sur la question des dépenses, où on va là, on en parlera dans un instant, montrer comment on essaye... On va y venir aux dépenses. Et donc j'entends ce soir, dans la bouche de la sénatrice socialiste que vous dites à vos collègues députés, c'est pas du tout gagné, il ne faut pas forcément ne pas censurer. Si la motion est déposée, elle le sera. Est-ce qu'on peut parler du budget, de l'analyse que nous en faisons, de notre vote? Moi, au Sénat, j'ai voté contre le budget la semaine dernière, parce qu'effectivement, on a la capacité de voter, on n'a pas la censure comme seul moyen d'expression. On peut être hostile à ce budget, on peut être opposé, mais la censure n'est pas le seul moyen de s'opposer. Donc, il faut dissocier notre vote sur le budget et le vote de la motion de censure. C'est très clair, c'est un accord de non-censure que vous négociez, donc vous êtes dans l'opposition, vous voterez contre ce budget, vous avez déjà voté contre en commission mixte paritaire. La question, c'est de savoir si vous allez jusqu'à renverser le gouvernement François Bayrou. Je vais vous la reposer tout à l'heure, on va y revenir. Je suis sûre que vous allez Jean-René Cazeneuve, vous avez, vous, assisté à ces 2 jours de CMP. D'abord, racontez-nous un peu, quel est le bilan que vous en tirez au terme de ces 2 jours? C'est je crois, un grand moment parlementaire. On ne parle pas assez. D'abord, une CMP qui dure une journée et demie. On fait les choses sérieusement. Vous avez dit qu'elle était historique, la plus difficile de la Ve République. Probablement. C'est une CMP aussi conclusive sur un budget, sur un PLF. Ça n'est pas arrivé depuis 2011. Et encore en 2011, il y avait le Parlement et le Sénat, enfin le Sénat et l'Assemblée nationale étaient de la même couleur. Et là, ce n'est pas du tout le cas. On arrive à une CMP conclusive alors qu'il n'y a aucune majorité au sein de l'Assemblée nationale. Donc moi, j'aime bien ces moments où c'est le gouvernement... c'est un bon compromis pour vous. Alors, avec c'est un peu sur la forme, le gouvernement n'est pas là, donc ce sont les parlementaires qui font leur job. Il n'est pas là, mais il a quelques relais quand même. Non, il n'est pas là. On vote ce qu'on veut et il y a un travail préparatoire, évidemment. Mais je crois que c'est un bon moment de démocratie. C'est un bon moment de démocratie parce qu'on est arrivé à un compromis qui va des LR jusqu'au centre-gauche et qui, effectivement, n'a pas été voté par le... Pardon, c'est quoi le centre-gauche? Vous pensez à qui quand vous parlez du centre-gauche? Il y a un certain nombre de personnes chez nous qui sont au centre-gauche, qui viennent du Parti socialiste. Et qui c'est des députés Ensemble pour la République, c'est des députés macronistes. Ou du MoDem, enfin, il y a des... Oui, je suis désolé, vous n'avez pas le monopole de la gauche, si vous me permettez. Non, mais moi, le centre-gauche, c'est quelque chose, je cherche toujours exactement qui c'est. Je veux l'incarner. Donc, c'est des EPR, c'est macroniste. Ou MoDem, où il y a des gens chez nous qui sont au centre-gauche, je vous le confirme. Dans leur intimité. Et avec des socialistes qui ont effectivement eu un certain nombre d'avancées. Alors, ils décideront eux-mêmes s'il y a suffisamment d'avancées. Sur l'aspect justice fiscale, c'est un beau travail. Vous allez demander plus aux grandes entreprises et plus aux grandes fortunes. Mais bien évidemment. C'est le risque que vous prenez ce soir. On entend déjà les grands patrons ça dire... Ça ne nous fait pas plaisir, parce que c'est évidemment assez orthogonal à ce qu'on fait depuis 2017. On a favorisé l'attractivité de notre pays pour favoriser l'investissement, faire tomber le chômage. Vous en serez d'accord. Mais vous lâchez là-dessus au nom du compromis. On est obligé, au nom du compromis et au nom de l'équilibre de nos finances publiques. Est-ce qu'on peut dire que François Bayrou a bien manœuvré dans cette séquence? On va évidemment attendre l'heure de vérité, puisqu'on saura mercredi s'il est renversé ou pas. Est-ce qu'il tient ses promesses vis-à-vis des socialistes? Est-ce qu'il a bien lâché toutes les concessions qu'il avait déjà écrites, noir sur blanc, dans sa lettre après sa déclaration de politique générale? Alors, s'il y a une habileté qu'on peut reconnaître au Premier ministre, c'est une habileté en effet tacticienne, politique, puisqu'il n'est pas dans la même situation que son successeur, Michel Barnier, qui, à peu près au même niveau des négociations, avait une menace de censure très claire et assumée de la part du Rassemblement national comme de la part de toutes les forces du nouveau Front populaire. Là, on voit que si François Bayrou a réussi quelque chose, c'est à fracturer le nouveau Front populaire, voire à diviser même le camp socialiste. Maintenant, cette habileté tactique est à tempérer. Pourquoi? Parce que quand on regarde de près ce budget, il n'y a pas de grandes concessions faites à la gauche, mais il n'y a pas non plus de ce qui était le plus important finalement, de réformes de structure. C'est-à-dire que le Premier ministre, entre sa longévité politique et les réformes nécessaires au pays, il a systématiquement, depuis qu'il est en place, privilégier la première solution. Et on le voit puisque la baisse des dépenses, les efforts qui étaient affichés sont moindres que les objectifs qu'avait fixés Michel Barnier, mais sont même très en deçà de la barre qu'avait fixée François Bayrou au départ, au tout début de son mandat, à tel point que, quand ils le disent hors micro évidemment, même dans le camp présidentiel, on ne croit plus trop à l'objectif fixé par le Premier ministre d'arriver à une baisse des déficits de 5,4% en un an. Ça a deux conséquences. Un,
c'est un petit peu compliqué en termes de sincérité budgétaire. 2, c'est que si l'habileté du Premier ministre va jusqu'à survivre, c'est-à-dire empêcher qu'une motion de censure soit votée contre son gouvernement à l'Assemblée nationale, il y en a une qui lui pend au bout du nez. C'est la censure des marchés financiers. Parce que vous n'allez pas sans savoir que cette année, c'est une année record. L'État veut lever 300 milliards d'euros sur la dette. Et or, quand on regarde le taux auxquels la France emprunte, ils n'ont jamais été aussi élevés que depuis 2011. À peu près à 3%. Et ça, c'est très problématique, tant pour les marges de manœuvre politiques du gouvernement, quel qu'il soit à venir, comme pour le pouvoir d'achat des Français. Donc il y a évidemment beaucoup de risques, des risques politiques, des risques économiques, des risques financiers dans la séquence qu'on traverse là. Et c'est vrai que tout le monde un peu retient son souffle. On va voir tout à l'heure un reportage avec un petit chef d'entreprise qui attend fébrile de savoir ce qu'il attend, budget ou pas budget. Je voudrais qu'on dise un mot sur les économies. Elsa, c'est la partie dépenses. Est-ce que les socialistes y trouvent leur compte? Alors, c'est pareil, c'est toujours le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Ils ont réussi à obtenir le maintien des 4000 postes d'enseignants. La suppression de ces 4000 postes était prévue dans le gouvernement de Michel Barnier. Pour autant, il y a des diminutions de budget drastiques dans l'enseignement supérieur. Pour le fonds vert, ils l'ont maintenu, mais le budget de l'écologie baisse. Sur l'aide médicale d'État, ils peuvent revendiquer la victoire de ne pas avoir touché aux critères. Ça, ils l'ont obtenu contre la droite en commission mixte paritaire. Le compromis trouvé, c'est 1,2 milliard. C'est exactement le même budget qu'en 2024, sachant qu'eux voulaient augmenter le budget à 1,3 milliard. Donc voilà, c'est une situation de compromis. Sur chacune de ces choses-là, les socialistes vont pouvoir dire, si on n'avait pas été à la table des négociations, ça ne serait peut-être pas forcément à la fin du budget. Une autre partie de la gauche va dire oui, mais c'est pas suffisant et puis ce sont des mesures qui peut-être n'auraient pas existé dans un autre budget. Donc c'est vraiment verre à moitié vide, verre à moitié plein. Mais les socialistes sont dans cette situation. Qu'est-ce qu'ils vous disent là ce soir? Mais ils votent contre le budget. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne négocient pas le budget. Ils ne sont pas d'accord avec ce budget. Ils considèrent que c'est un budget de droite, que c'est un budget d'austérité. C'est pas la question qui se pose aujourd'hui. Ce qu'ils disent, c'est est-ce que finalement, ce qu'on a réussi à faire, c'est que ce budget est moins pire, c'est une expression qui n'est pas très française, mais que s'ils n'avaient pas été à la table des négociations. C'est la seule question qui vaille pour eux, c'est est-ce que demain, ils peuvent expliquer dans les marchés ou dans leur circonscription que grâce à eux, eh bien, finalement, ils ont épargné les Français ce qui aurait pu se passer s'ils n'avaient pas été là. Est-ce que vous allez pouvoir le vendre, ce budget? Excellent porte-parole des socialistes. Laurence Rossignol, est-ce que vous avez de quoi expliquer à vos électeurs que vous avez été utile? Oui, on a de quoi expliquer qu'on a été utile. Croyez-moi que dans les discussions qu'il y a dans les départements sur les suppressions de postes dans l'éducation nationale, ça va être utile. Ça l'est déjà. Ça demande encore à être quand même un peu affiné et qu'il y ait un peu plus de transparence quand même du côté des décisions des rectorats. Quand les magistrats, par exemple, étaient très inquiets de savoir si ce budget allait revenir sur les engagements qui avaient été pris antérieurement et que je crois que c'est 800 postes, un peu plus. 827, un truc... Un peu plus que 800, entre 800 et 900. Oui, c'est ça. Sauvés par les EPF. Sauvés. Non, mais la question, vous savez... Non, mais c'est pas rien. Non, mais attendez, c'est pas rien, j'en conviens totalement. C'est pas rien. Il y a 500 postes, je crois, chez France Travail. Bon, il y a quand même toute une série d'éléments. En fait, on a limité les baisses de dépenses. En fait, on a sauvé un certain nombre d'éléments des services publics. Sauf sur l'aide médicale d'État. Ah, non, sur l'aide médicale d'État, on va quand même se dire la vérité, on est entre nous, c'est pas une enveloppe fermée, l'aide médicale d'État. Tout le monde le sait. Expliquez-nous. C'est-à-dire que si au 1er novembre, l'enveloppe a été consommée, les hôpitaux vont continuer de soigner les gens et d'accueillir les gens. Et donc, les hôpitaux enverront la facture à l'État de toute façon, qui le devra aux hôpitaux. Donc, il ne faut pas croire ce que racontent les députés LFI sur le thème les socialistes ont vendu l'aide médicale d'État. Mais vous avez quand même négocié qu'on ne revienne pas sur les conditions d'accès. Voilà. La réforme, la fameuse suppression. 65, qui était mais vous faites confiance à ce gouvernement, parce que ça, c'est une promesse à venir. Non, mais il ne s'y engage pas dans le budget. L'article 65 a été supprimé par une majorité contre la droite LR et le Rassemblement national, si j'ai bien compris ce qu'on m'a raconté mes copains de la CMP. Et donc, à partir du moment où on a supprimé l'article qui restreignait les conditions d'accès à l'aide médicale d'État, on peut considérer que sur l'aide médicale d'État, c'est bon. Voilà. C'est important, ça veut dire que vous engagez, il a été supprimé là, mais moi ce que je comprends sur les conditions d'accès, c'est que ça ne relève pas du budget, donc vous pourriez le refaire plus tard. Autrement, les LR, par exemple, au Sénat, y tenaient. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez nous dire ce socle commun ne touchera pas
à l'aide médicale d'État. Pas de suppression, pas de panier de soins. La réforme, il n'y en aura pas. Avec le centre-gauche, il y aura une majorité. Le budget, il est voté, donc on n'y revient pas, sauf s'il y a un budget rectificatif. Donc on ne va pas revenir sur cette partie-là. Moi, l'AME, c'est une bonne illustration de ce qu'on a incarné politiquement pendant ces 2 jours. Moi, je ne suis pas en train de courir après telle ou telle victoire, parce que je pourrais vous dire qu'on a diminué les charges sur les entreprises, je pourrais vous dire qu'on a réussi à réduire l'augmentation du versement mobilité qui va peser sur les entreprises. Non, moi, je suis franchement à un stade où nous cherchions à tous les prix, d'une certaine manière, un compromis. Parce que c'est ce que veulent les Français. Notre pays est à l'arrêt. Les entreprises n'investissent plus. Les Français sont inquiets. Les associations n'ont pas de budget. On va le voir. Et quand je vois les uns et les autres passer des heures devant les caméras pour demander telle chose, pour exiger telle chose, pour dire que peut-être ils voteront la censure, peut-être pas, etc. À se regarder le nombril, alors que les Américains avancent, que les Chinois avancent. Enfin, franchement, je n'en peux plus. Donc, moi, l'essentiel, c'est que nous ayons un budget le plus rapidement possible. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que mercredi... Mais bien sûr, je pense que je ne me permettrai pas, j'ai trop de respect pour le Parti socialiste pour parler à leur place, mais ils entendent la même chose que moi sur les marchés, ils entendent la même chose que moi autour des terrains de rugby. La France est bloquée. Donc, s'ils ne votent pas le budget, c'est l'apocalypse. D'accord ? C'est un mot qui a été repris par... cataclysmique. Cataclysmique. Mais non, mais bien Brun, sûr, qui est l'un des vôtres. Non, mais bien sûr, tout le monde négociateur au sein de cette commission sait, tout le monde a bien vu concrètement aujourd'hui l'impact de ne pas avoir de budget et de la censure. Une deuxième serait terrible. Donc après, vous gardez cette possibilité de censurer. Après le budget, il y aura d'autres occasions, les retraites, il y a plein d'occasions. Non, mais d'abord, il y a des éléments importants. Par exemple, cet après-midi, je recevais des messages des responsables d'associations qui travaillent dans le domaine des droits des femmes, qui accueillent les femmes victimes de violences, et qui me demandaient si l'amendement qui devait sécuriser la prime Ségur, puisqu'elle a été accordée à ses salariés, mais jamais financée précédemment, il y avait un amendement, est-ce qu'il est bien sécurisé dans la CMP? Donc les gens s'intéressent à la CMP, pas simplement pour savoir si les socialistes vont être côté LFI ou côté gouvernement. Il y a des vrais enjeux pour les... je voudrais comprendre, je vais vous montrer les enjeux aussi. Non, je vous laisse terminer, pardonnez-moi. Non, mais ce que je voulais dire par ailleurs, c'est que bien entendu, on sait tous que quand même le bilan des dernières années, on le mesure aujourd'hui. On le mesure aujourd'hui. Et je pense que on devrait quand même un jour s'arrêter pour discuter ensemble. D'accord, humilité de part et d'autre. Ce que vous ne nous dites pas, c'est ce que sera la position du groupe socialiste. Mais ça turbule. Ce qu'on comprend, c'est qu'elle n'est pas prise, cette décision de censure ou pas censure. C'est pas simple. Si on a entamé une démarche avec le gouvernement, on a voulu négocier. On s'y est tenu, et le gouvernement a tenu les engagements qui avaient été pris dans toutes les phases de cette négociation. Mais vous ne considérez pas que vous êtes trop engagé pour maintenant ne pas censurer? Attendez, je vais vous donner le process. Il y a eu une réunion du groupe socialiste du Sénat, il y en a eu cet après-midi, il y en a une des députés, et puis après il y a un bureau national. Voilà, c'est comme ça, on a des instances, voilà, on n'est pas un truc gazeux, il y a des instances qui votent. Donc on va discuter. Mais il faut avoir en tête que si on a fait tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, et si on a obtenu ce qu'on a évoqué là, c'est parce qu'on a largement conscience de 2 enjeux. J'entendais tout à l'heure le collègue LR qui disait on a obtenu le 5,4 de déficit. Enfin, la problématique des déficits, il n'y a pas que les LR qui s'en occupent. On est tous très conscients de ça. Voilà, c'est partagé. Donc, oui, je crois que oui. Plus ou moins, plus ou moins. Mais toutes vos victoires sont des dépenses supplémentaires. Je renvoie à ce que vous venez de dire. Oui, mais parce qu'on a un sujet qui est la question des recettes, de l'évaporation dont j'ai parlé tout à l'heure, et de la nécessité de recettes supplémentaires, mais aussi celle de la croissance, mais aussi celle du bien. Bon, donc on s'achemine, mais vous n'avez pas pris votre décision. D'un mot, Elsa, avant de voir le reportage, il va se passer quoi? Le bureau national du Parti socialiste devrait se réunir, ça se décide au niveau des instances? Oui, parce que le groupe parlementaire à l'Assemblée veut aussi que tout soit fait avec le bureau national du parti, en concertation aussi avec les sénateurs. Les socialistes essayent vraiment de rester unis, même si on voit que ce n'est pas toujours facile. Demain, a priori, il y a une réunion de groupe, mais pour présenter les conclusions de la commission mixte paritaire. Je rappelle dans le calendrier qu'avant la motion de censure, il faut que le Premier ministre fasse le 49.3. Donc ça, ce sera certainement lundi. Mais chez les socialistes, on va prendre chaque problème dans le bon sens, c'est-à-dire déjà présenter le compromis, voir certainement comment ça réagit dans les circos. Pour nos téléspectateurs, le 49.3, c'est toujours quelque chose qui heurte. C'est un passage en force, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de vote. C'est le 49.3 qui fait adopter. Ça, c'est une évidence qu'il n'y aura pas de majorité, il y aura le 49.3.
Véronique Cazeneuve le sait peut-être mieux que nous, mais on va tout droit vers le 49.3. Les calculs dans tous les sens, il n'y a pas de majorité. Non, le Parti socialiste ne votera pas le budget. Donc 49.3. Ni on votera, ni on s'abstiendra. Très bien. On votera contre le budget. Donc tout le monde va réunir ses états-majors, à moins, Charles Sapin, que Marine Le Pen vienne sauver François Bayrou. Et ne censure pas, et c'est vrai, et ne censure pas. Ce qui est certain, c'est que ce budget. Et donc les 66 députés socialistes, finalement, n'auront pas de poids. On ne peut pas dire ça, si je puis me permettre, puisque pour faire tomber un gouvernement, il faut une majorité absolue, c'est-à-dire 289 députés. Donc chaque député de ces 289 compte dans une censure, c'est-à-dire toutes les forces du nouveau Front populaire, socialistes compris, et les forces du Rassemblement national. C'est cette coalition-là qui a permis de faire tomber Michel Barnier. Maintenant, donc, la question, c'est est-ce qu'il y aura une censure du Rassemblement national? Pour l'instant, ces dernières semaines, ils étaient très, très discrets. Ils ont laissé, finalement, les négociations se prolonger entre le gouvernement et le Parti socialiste. Elle va attendre la dernière minute? Elle va ménager le suspense? La décision doit être prise lundi. Ce qui est certain, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui poussent Marine Le Pen et le Rassemblement national à ne pas censurer François Bayrou après avoir fait chuter et avoir censuré le gouvernement de Michel Barnier. D'abord, parce qu'en fait, ils sont sur une ligne de crête, c'est-à-dire que le Rassemblement national, c'est très important pour lui, est attaché à ce statut de premier parti d'opposition au gouvernement, mais il aimerait bien un jour conquérir le pouvoir, ce qui induit de ne pas paraître pour une force qui forcément est vecteur d'instabilité et de chaos, pour des guillemets, et d'apparaître comme une force responsable. Ce qui fait que censurer, ce qui va dans le sens d'une non-censure du Rassemblement national, c'est que François Bayrou n'est pas Michel Barnier. François Bayrou a écouté les élus du Rassemblement national, a bien fait l'attention de ne pas leur opposer de cordon sanitaire, contrairement au Premier ministre précédent. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'éléments rouge écarlate, pour reprendre les termes des députés Rassemblement national dans ce budget. C'est-à-dire que, évidemment, ils ne sont pas d'accord sur tout, mais il n'y a pas de grosses lignes rouges comme l'était, par exemple, la non-indexation des retraites sur l'inflation, le déremboursement des médicaments ou l'augmentation des taxes sur l'électricité. Et enfin, troisième élément, et là qui est purement stratégique, c'est que si l'électorat aisé et âgé qui manque au Rassemblement national, que le Rassemblement national convoite, ne semble pas lui ne pas trop lui en vouloir d'avoir fait tomber le gouvernement de Michel Barnier, il pourrait, c'est un électorat qui est très attaché à la stabilité politique et qui pourrait ne pas lui l'excuser en fait de faire tomber deux Premier ministre coup sur coup, et ce qui serait en fait un obstacle à cette stratégie de la cravate qu'on a vue depuis 2022, de respectabilité du Rassemblement national, derrière laquelle Marine Le Pen court pour espérer conquérir le pouvoir en 2027. Alors eux aussi, ils attendent la stabilité. Je veux parler des patrons d'entreprise qui regardent la fumée blanche de l'Assemblée nationale. Va-t-on avoir, oui ou non, un budget? Le pays, ça fait quand même 5 mois qu'il n'a pas de budget. L'incertitude met en péril tout un pan de l'économie, à l'image de ce petit chef d'entreprise qui travaille dans le domaine des rénovations thermiques dans le Val-de-Marne. Son avenir dépend en partie des aides de l'État. Reportage Marion Becker, Raphaël Lisambard. Hassan Moula est à la tête d'une entreprise de rénovation énergétique. Ça va? Ça va, ouais. Il vient faire le point sur l'avancée de ce chantier. Il y a un chantier de rénovation globale, une rénovation d'ampleur où on fait tous les lots isolation, donc l'isolation des façades, l'isolation de la toiture, chauffage, ventilation. Mais en ce début d'année, il n'a que 5 chantiers à son agenda. Ça ne lui est jamais arrivé. Si son carnet de commandes est vide, c'est à cause de la motion de censure. Pas de budget de l'État et donc pas de budget pour l'Agence nationale de l'habitat. Elle ne valide plus les dossiers d'aide à la rénovation énergétique, comme MaPrimeRénov'. Ça bloque certains ménages à commencer les travaux. Mais surtout, et le pire là-dedans, c'est ceux qui sont déjà rentrés dans cette démarche, qui nous ont déjà validé notre devis et qui est en attente d'octroi. J'ai 83 dossiers actuellement qui ont été déposés, validés. Voilà, on attend juste un courrier qui dit c'est bon, vous pouvez commencer le chantier. Et 83 pour nous, c'est 5-6 mois de boulot, quoi. Sans MaPrimeRénov', les propriétaires modestes de cette maison n'auraient pas pu réaliser ces travaux. Ils ont obtenu 63 000 € d'aide sur une facture de 80 000 €. Sans aide, pas de chantier. La situation est intenable pour les professionnels du secteur.
l'impact il est catastrophique pour les entreprises du bâtiment, pour les artisans, pour les PME. On se pose réellement la question de savoir est-ce que dans 2 semaines, est-ce que dans 1 mois, il va falloir qu'on licencie. On en est là aujourd'hui. C'est devenu catastrophique. Ça fait 17 ans que je suis chef d'entreprise. C'est la première fois en 17 ans qu'on se retrouve dans cette situation à ne pas savoir ce qu'on va faire le mois prochain. Le secteur attend désormais de la visibilité et de la stabilité. Alors, Jean-René Cazeneuve, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce chef d'entreprise sur la question du logement et la question de MaPrimeRénov'? Est-ce qu'on garde les mêmes règles ou pas? Exactement ce que je disais tout à l'heure. On garde les mêmes règles. Mieux vaut annoncer à ce chef d'entreprise que la prime rénov' va baisser de 10% cette année que de rien annoncer. Parce que si vous n'annoncez rien, vous bloquez tout. Ce Français, comme beaucoup de Français, il nous dit depuis maintenant 6 mois, arrêtez votre spectacle. Ils nous ont beaucoup reproché, aux hommes politiques et aux femmes politiques, ils ont beaucoup reproché aux hommes politiques et aux femmes politiques le spectacle que nous avons donné collectivement, surtout le NFP. Celui qui a dissous est quand même auteur et metteur en scène de ce spectacle. Très bien, ceux qui ont censuré, on a rajouté une couche probablement beaucoup plus importante. Il faut remonter à la dissolution. Ce sont quand même vos amis du Nouveau Front Populaire qui ont donné le spectacle. Il faut remonter à la dissolution. Non, je veux dire simplement, c'est que nous avons la possibilité là, je crois, et la CMP est une première brique très importante, de montrer que les hommes politiques sont capables d'autre chose que de donner ce spectacle. On a bien compris qu'il a besoin de stabilité, il veut savoir ce qui va se passer. Sur les questions de MaPrimeRénov', les conditions ne changeront pas, mais le budget va baisser? Écoutez, oui, je crois que... C'est vrai que vous faites un coup de rabot sur pas mal de budgets. Donc on se dit, par exemple, sur le logement, est-ce qu'on va avoir les mêmes conditions d'aide? Mais s'il y a moins d'argent, il y a de nouvelles mesures, le PTZ élargi. Il y a toute une série de mesures quand même qui vont là permettre de relancer... Mesures pour les maires bâtisseurs. Il y a l'argent pour les maires bâtisseurs. Il y a un certain nombre de mesures qui vont permettre de relancer le logement, et j'en suis ravi. Sur MaPrimeRénov', j'avoue que je ne sais plus entre les plus, les moins. Je ne peux pas vous dire comme ça. Oui. Mais je veux dire simplement. Et au moins, l'écologie baisse et certainement l'enveloppe. Ce qui s'est passé, c'est que oui, le budget de l'État est sous pression. Pourquoi le budget de l'État est sous pression? Je t'amènerai dessus. Sur les dépenses publiques, 1600 milliards, on a dit non, on ne touche pas aux collectivités territoriales. Bon. On ne touche pas aux retraites, surtout pas. On ne touche pas aux dépenses de la sécurité sociale, on ne peut pas les contrôler. Bon, après, donc il reste que le budget de l'État. Donc vous avez raboté sur les budgets de l'État. Et sur le budget de l'État, on ne touche pas à la justice, à la police, à l'armée, etc., qui c'est le régalien. Alors on touche à tout quoi? Ça se comprend. Parce que ceux qui nous regardent, au-delà des manœuvres, ils veulent savoir. Et donc du coup, c'est vrai qu'on se retrouve, et moi je le regrette, que tout le monde n'ait pas participé à hauteur de ses moyens. On se retrouve avec effectivement une pression très forte sur les budgets. Est-ce que ça va se ressentir plus où il va y avoir moins d'argent ou sur quel service public? Eh bien, sur beaucoup de services publics, aujourd'hui, il y aura un peu moins d'argent, des budgets qui seront équivalents à ce qu'ils étaient. La recherche, c'est pas terrible. Hein. La recherche, on a remis de l'argent. On a remis de l'argent en CMP. On a remis de l'argent en CMP. On a remis de l'argent par rapport aux baisses. Sur l'aide publique au développement, il y a des baisses plus par rapport à 2024. Je ne suis pas en train de vous dire que les dépenses de l'État vont augmenter de manière significative en 2025. Et pourquoi vous ne taxez pas davantage les collectivités locales? C'est impossible dans ce pays? C'est impossible. C'est comme les retraités des collectivités locales, pardonnez-moi. L'argent des collectivités locales, c'est pas l'argent qu'il y a dans le bureau du maire. L'argent des collectivités locales, c'est les écoles primaires, les départements, c'est le RSA, c'est l'aide sociale à l'enfance, c'est les dépenses sociales des départements. J'entends bien, mais les dépenses, c'est l'État, les collectivités et la protection sociale. On a l'impression qu'il n'y a qu'un coup de rabot sur l'État. C'est une impression. Je me trompe? Sur la santé, on n'est pas au niveau des besoins. Non, on n'est pas au niveau des besoins. L'Ondam va augmenter de 3,2%, donc largement au-dessus de l'inflation. Il a fallu aller la chercher, l'augmentation de l'Ondam. Pour l'hôpital, pas trop de cycles, s'il vous plaît. C'est la possibilité, c'est l'État qui porte les efforts, donc ce sont les Français aussi dans les services publics. Ça va se voir, sans doute. Je voudrais quand même vous entendre, Laurence Rossignol, quand vous voyez ce chef d'entreprise, ça vous donne une sacrée responsabilité, malgré tout. Vous en avez conscience? Parce qu'il y a quand même un chômage qui repart, des défaillances d'entreprises. Le chômage des jeunes est à 8,5%. Donc tout le monde retient un petit peu son souffle. Est-ce que ça ne vous oblige pas davantage de dire il faut faire en sorte que la France ait un budget? Oui, bien sûr. C'est ce que nous faisons depuis le 16 janvier avec mes collègues socialistes, d'avoir fait en sorte que la France ait un budget et d'avoir pas simplement un budget, mais un budget qui réponde aux besoins et qui soit plus juste fiscalement, bien sûr. Je pense que ce qui manque à la fin de cette CMP, c'est pas dans le budget, c'est quand même une mesure sur le pouvoir d'achat. Parce que les Français, leur pouvoir d'achat, il n'est pas totalement dépendant du budget, à part celui des fonctionnaires.
pour les fonctionnaires. On a quand même obtenu aussi la suppression des 3 jours de carence que le précédent gouvernement Barnier avait voulu mettre en place. Pour les arrêts maladie. Mais vous vouliez le SMIC ou la prime d'activité. Ce qu'on demande encore, c'est la prime d'activité ou le SMIC, parce qu'on peut continuer de discuter en dehors du budget et jusqu'à jeudi prochain. Bon, en tout cas, voilà, on va tous regarder ce qui va se passer. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, personne n'a gagné, personne n'a vraiment perdu. Il n'y a rien d'urticant dans ce budget. C'est notre pays qui gagne. Si vraiment en termes de ce groupe budget, parlementaire. C'est pas une partie de poker, quoi, non plus. Le bien but, sûr, c'est pas nous qui gagnons ou qui perdons, c'est la France. Charles Sapin, je voulais vous donner le mot de la fin. Il est sorti de son silence, le chef de l'État, et il a refait un peu de politique. Il a parlé de cohérence, de constance dans sa politique de l'offre. Aujourd'hui, force est de constater qu'elle est complètement remise en cause, ou pas ? La politique d'offre, le problème du chef de l'État, si vous voulez, et c'est d'ailleurs, il l'a reconnu lui-même lors de ses vœux traditionnels à la presse début janvier, c'est qu'il découvre une nouvelle forme de présidence, qui est un peu une présidence Buckingham. Il est très en retrait, il se retrouve sans majorité. Les faits nous ont montré que même, il n'avait même plus le choix du Premier ministre, puisque François Bayrou s'est imposé à lui-même. Donc, en effet, il constate une fin de cycle politique, sa fin de mandat un peu prématurée. Il regrette que sa politique de l'offre soit détricotée. Le macronisme disparaît aussi en termes d'acquis économiques. Mais de fait, vous avez une fracturation de l'hémicycle politique et de l'échiquier politique qui fait qu'aucune réforme de structure ne peut être portée et qu'on voit la fin du macronisme avant même la fin du second mandat d'Emmanuel Macron. On s'arrête là. Merci beaucoup Elsa. On vous retrouve lundi 15h. Lundi à partir de 15h30 et à 16h, on saura donc si François Bayrou déclenche le 49.3 pour une motion de censure. Mercredi, on saura si les socialistes censurent. Merci à vous. Bonsoir Gérard Davet et bonsoir Fabrice Lhomme. Merci beaucoup d'être avec nous dans un instant pour évoquer cette nouvelle enquête événement Les juges et l'assassin chez Flammarion. Vous êtes plongé dans le dossier d'instruction des ministres en exercice pendant la gestion du Covid, Édouard Philippe, Agnès Buzyn, Olivier Véran. Instruction fleuve, plus d'1 million de pages de dossiers qui s'est clôturé en décembre dernier. Et comme toujours, vous révélez éléments inédits et même secret défense à la clé. On regarde l'invitation d'Hélène Bonduel, interview juste après. Si on vous invite, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, c'est parce que vous vous êtes plongé dans un dossier judiciaire de 5 ans et de plus d'1 million de documents, la gestion de la crise du Covid-19 en France. Les juges, ce sont ceux de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, dont l'enquête vise principalement Édouard Philippe, Olivier Véran et Agnès Buzyn. L'assassin, c'est le virus qui a fait plus de 170 000 morts. Vous révélez les erreurs en chaîne depuis des années qui ont conduit à la pénurie de masques. Ce milliard de masques manquants qui était au cœur de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale à l'été 2020. Et ce SMS du directeur de cabinet d'Édouard Philippe à la porte-parole du gouvernement en atteste. Masques, on n'en aura pas assez. Il faudra probablement dégrader notre doctrine d'utilisation des masques, priorité au personnel de santé. Les autorités tentent alors de dissimuler cette pénurie. Il s'agit d'une ressource rare. Il faut en être conscient dans la situation actuelle. J'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Des SMS entre membres du gouvernement, vous avez pu en consulter beaucoup, comme ces alertes de l'ancienne ministre de la Santé. Elle a déjà quitté son poste, mais s'inquiète d'un confinement qui tarde. Je ne perds pas mes nerfs, je suis lucide. Derrière vos décisions, ce sont des gens qui vont mourir. Le discours du président de ce soir est incohérent. Faites de la politique et prenez vos responsabilités. J'ai pris peut-être des positions à un moment courageuses et je les paye aujourd'hui par une protection policière, mais je ne regrette pas ce que j'ai fait et mes décisions. Responsable mais pas coupable, c'est en tout cas l'avis de la Cour de justice de la République, puisqu'aucun des 3 anciens ministres poursuivis n'a été mis en examen. Et bienvenue à vous, Gérard Davet et Fabrice Lhomme. C'est quand même la première question, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de révélation, on va venir dans le détail, mais c'est vrai qu'on se dit, au fond, ces 3 juges d'instruction, de cette commission d'instruction de la Cour de justice européenne, qui ont travaillé pendant 5 ans, le dossier vient juste d'être clos, vous y avez eu largement accès, tous ces ministres ne sont pas mis en examen.
Et très probablement, vous l'écrivez, il y aura un non-lieu général. Donc on se pose tout de suite la question, au fond, pourquoi publier quasiment tout le dossier, mais avec votre regard, si personne n'est coupable? Alors on a entendu effectivement ces commentaires quand la CGR a dit que l'instruction était close. On a entendu des commentaires, y compris de collègues, qui disaient tout ça pour ça. Et on peut entendre ce commentaire-là quand on n'a pas eu accès à ce dossier. Mais le fait est que nous y avons plongé nos cerveaux en ébullition pendant de longs mois. Et en fait, en consultant ce million de documents, on a découvert des perles incroyables, des documents qui montraient par A plus Z que vraiment il y a eu faillite d'État sur nombre de dossiers de documents. Et alors, ce qu'il est compliqué de faire comprendre effectivement aux auditeurs ou aux lecteurs, c'est est-ce qu'on peut être responsable et ne pas être coupable pénalement? Ben oui, c'est fort possible. Est-ce que quand on prend des décisions politiques, quand on est ministre en exercice, eh bien, ça déclenche ou pas une responsabilité pénale? C'est tout l'enjeu de ce dossier. Il fourmille, au fond, parce qu'il y a des perquisitions, parce qu'il y a des saisies de téléphone, parce qu'il y a aussi des comptes rendus de Conseil des ministres. Donc c'est un dossier tentaculaire, ça change tout par rapport à une commission d'enquête, ça n'a rien à voir. Ah, bien entendu, puisque les magistrats, avec sous leur contrôle des policiers et aussi des gendarmes, parce que dans cette affaire, beaucoup de moyens ont été déployés, ont des moyens justement que n'ont pas les députés ou les sénateurs. Ils peuvent prendre des mesures coercitives, faire des écoutes téléphoniques, même si en l'occurrence il n'y en a pas eu. En revanche, faire des perquisitions, saisir des documents, et puis faire des interrogatoires un peu plus musclés, on va dire, que dans une simple commission d'enquête. Et donc, effectivement, ça donne des résultats. Ça donne des résultats. Mais c'est très important de comprendre que nous, en tant que journalistes, on n'est pas là pour dire telle personne, par exemple tel ministre, doit être traduit en justice, doit être condamné. Non, c'est tous les dysfonctionnements, c'est toutes les alertes qu'on n'a pas entendues, c'est tout ce labyrinthe de l'administration de la santé où on se rend compte qu'il y a des multitudes de rapports sur les épidémies. C'est ça qu'on réalise à la lecture de votre livre. Tout à fait. Il y a eu 170 000 décès quand même en 5 ans, dont 32 000 sur la période qui nous intéresse, c'est-à-dire janvier à juillet 2020. 32 000 décès. Et nous, on a eu l'ambition d'écrire pour ces gens-là, pour ces gens qui ont perdu leurs proches et qui ont à subir le Covid et qui se demandent, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, là, on répond à leur question. Les masques, c'est l'une des révélations. Jusqu'en 2009, on a 2 milliards de masques. On n'en a plus que 100 millions au moment de la pandémie. L'administration sanitaire donc, ne renouvelle pas ses stocks. Il y a même une doctrine qui est écrite. On ne sait pas d'ailleurs par qui vraiment et qui l'a demandé. Il y a eu beaucoup d'alertes. Pourquoi rien ne se passe sur les masques? Il y a plusieurs choses. D'abord, la première, c'est celle que vous évoquiez, c'est-à-dire que des décisions ont été prises, décisions d'importance, en l'occurrence celle de confier la gestion des stocks de masques pour partie aux employeurs et seulement une petite partie pour l'État. Cette décision, personne ne sait qui l'a prise. Et non seulement personne ne sait qui l'a prise, mais une partie des personnes concernées, notamment les employeurs, ne le savaient pas. Donc évidemment, comment ne pas aboutir à une catastrophe? Donc c'est cette aberration politico-administrative que nous révélons. Oui. Et puis, par ailleurs, il y a autre chose, parce qu'on ne peut pas mettre tout sur le compte et sur le dos de l'administration. Ce serait trop facile. Les dysfonctionnements sont aussi purement politiques, dans le sens où on établit preuve à l'appui, documents à l'appui, témoignages à l'appui, que les personnes qui étaient en poste au pouvoir en 2020, lorsque la pandémie éclate, savaient très bien que l'État aurait dû avoir un stock de masques absolument considérable, et pas seulement de masques, Donc vous nous dites que le gouvernement a dissimulé sciemment la pénurie de masques? Oui, alors le gouvernement, d'abord, dans un premier temps, n'a pas tenu compte des alertes de sa propre administration, lui signalant qu'il fallait renouveler les stocks, et ensuite, s'en apercevant, on a vu l'extrait tout à l'heure, a dit, on va mentir aux Français, on va leur dire que le masque ne sert à rien, alors que ce n'est pas qu'il ne sert à rien, c'est qu'on n'en avait plus. Donc quand Olivier Véran ou Sibeth Ndiaye expliquent qu'on ne doit pas porter le masque en population générale parce qu'il n'y a pas clairement de consensus scientifique, ils mentent. Oui, parce que la meilleure preuve en est que quand Olivier Véran arrive mi-février, le 17 ou le 18 février, à la tête du ministère de la Santé, il remplace Agnès Buzyn. Que fait-il? Il fait une énorme commande de masques immédiatement parce qu'il sait qu'il n'y a plus de masques. Donc après, il ne peut pas faire autrement. Enfin, nous pensons qu'il aurait dû faire autrement, mais lui, en tout cas, va à la télévision pour expliquer les masques, c'est pas si essentiel. Le choix qui est fait, c'est aussi de privilégier des acteurs. Ils vont se réfugier derrière des directives de l'OMS qui ne sont jamais venues, l'Organisation mondiale de la santé qui a complètement failli dans ce domaine, mais
Ce qui est important de noter, il a commencé par dire que le masque était inutile. Hein, voilà, mais ce qui est important de noter, c'est qu'ils avaient tous les pouvoirs en place en France. Ils avaient reçu plus de 51 rapports précisément durant les années précédentes, disant clairement qu'une pandémie arrivait et que les masques étaient indispensables et essentiels. Alors on va regarder les auditions et pour chaque ministre, il y a énormément d'éléments et notamment les SMS. Agnès Buzyn, c'est édifiant. D'abord, il y a Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, qui est clairement dans ce livre pointé comme celui qui savait pour les masques également. Il dit d'ailleurs à la ministre de la Santé qu'il est prêt à jouer les fusibles, qu'il est prêt à sauter. Et les messages de Agnès Buzyn sont carrément cash, puisqu'elle explique, une fois qu'elle a quitté le ministère pour la campagne des municipales à Paris, que le conseil scientifique, c'est de la daube, je la cite, que Édouard Philippe est complètement à côté de la plaque. Elle le conjure de prendre une décision de confinement. Elle dit qu'il y a 15 jours de retard et Édouard Philippe ne l'écoute pas. Oui. Pourquoi ? Alors, déjà, il faut savoir que dans ce dossier, des SMS, des mails, il y en a des milliers. Nous, on les a triés, on a sélectionné certains, on en a reproduit donc certains, ceux qui nous paraissaient vraiment d'intérêt public. On ne le fait pas pour le plaisir, parce qu'il y a du fond derrière. On est au cœur de la machine étatique et on voit des dysfonctionnements à l'œuvre. Quand la ministre de la Santé sortante, j'allais dire, quelques jours après son départ, dit à l'exécutif, Édouard Philippe, mais aussi Emmanuel Macron, vous faites n'importe quoi et ça peut se payer en vie humaine, c'est pas rien quand même, c'est pas anecdotique, on est vraiment au cœur du sujet. Donc pourquoi, effectivement, Édouard Philippe et Emmanuel Macron n'écoutent pas ce que dit Agnès Buzyn, ni quand elle est ministre, non quand elle est partie de l'avenue Ségur, c'est parce qu'ils ont autre chose en tête, ils sont obsédés par les municipales, ils sont obsédés par la réforme des retraites déjà qu'ils préparent, ils sont obsédés à l'idée que les gilets jaunes puissent revenir, et c'est vrai qu'ils sous-estiment le virus, mais surtout, j'allais dire, ils accordent peu d'importance à Agnès Buzyn, qui ne vient pas du sérail politique. C'est important de le rappeler. Elle est ministre depuis 2017, mais c'est d'abord un médecin réputé, et donc elle n'est pas vraiment du sérail, donc ils se disent, c'est un médecin, et les médecins en font toujours trop. Alors qu'en fait, j'allais presque dire, elle n'en a même pas fait assez. Il y en a un quand même qui va reconnaître des erreurs. C'est le directeur de cabinet d'Édouard Philippe, Benoît Ribadeau-Dumas. Lui, clairement, il fait une forme de mea culpa, ce qui surprend les magistrats. Oui, il est très cash dans son audition. Il assume pleinement son action et également ses erreurs. C'est suffisamment rare pour être noté parce que vous chercherez nulle part la trace d'une éventuelle empathie ou d'une éventuelle contrition de la part de Buzyn, Véran ou Édouard Philippe. Il n'y en a pas. En revanche, lui, il dit clairement on s'est trompé. On s'est trompé plusieurs fois. On s'est trompé en communiquant, on s'est trompé en communiquant très très mal et on s'est trompé aussi sur la gestion des masques antérieurement à la crise en ne remettant pas en place le stock qui était indispensable. Donc oui, il dit les choses. Au moins, il y a de la sincérité là-dedans. On croise aussi Didier Raoult. Je renvoie au lecteur pour comprendre pourquoi notre président a continué à le fréquenter malgré tous les rapports scientifiques sur l'inutilité de l'hydroxychloroquine. Emmanuel Macron, article 67 de la Constitution, le président n'est pas responsable pénalement dans l'exercice de ses fonctions. Vous publiez dans ce livre une note d'Hélène Davot, qui est sa conseillère justice, qui vise à savoir si l'État va aider ou non, en quelque sorte, les juges dans leur enquête visant les ministres. Expliquez-nous. Eh bien, en l'occurrence, l'État a décidé, ou en tout cas l'Élysée a décidé de ne pas aider les juges et même de leur mettre des bâtons dans les roues. D'abord en indiquant aux collaborateurs du président qui, eux, ne sont pas couverts par une immunité, qu'ils devaient tenir un seul discours, qu'ils devaient répéter aux juges un seul discours. Donc ils se sont mis d'accord, on leur a fait répéter un texte. Donc normalement, on sait que les témoins prêtent serment pour dire la vérité, rien que la vérité. Là, ils ont juste restitué des éléments de langage. Donc c'est premier aspect un peu choquant. Et un deuxième qui est encore plus choquant, à notre sens, c'est que la conseillère justice de l'Élysée a réécrit le texte du président de l'Assemblée nationale destiné aux juges qui lui posaient des questions et l'a réécrit pour j'allais dire, que sa communication aille dans le sens du président de la République. C'est en contradiction formelle avec la séparation des pouvoirs et c'est l'un des aspects que l'on révèle dans le livre et qui n'est honnêtement le plus important. Pas le plus important, mais qui est à mon sens, j'ai trouvé que c'était révélateur incroyable. Et assez choquant sur le plan Mais il y a un autre aspect aussi qui nous paraît essentiel aussi, Fabrice, qui complète ce que tu viens de dire, c'est la commission d'enquête parlementaire, plus précisément la mission d'information Ciotti sur la gestion de la crise. On a quand même des éléments très clairs qui montrent, les échanges de SMS, que c'était truqué de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a des membres de cette mission d'information, Renaissance, de la majorité, oui, qui transmettent des documents confidentiels à Agnès Buzyn avant son audition, ce qui est quand même
assez abracadabrantesque. Oui, vous montrez qu'il lui donnait les questions à l'avance, c'est ça? Exactement. Et non seulement il donne les questions à l'avance, mais aussi des documents, la trame de l'enquête, et également aussi, ils ont fait un travail préparatoire sur les députés. C'est quand même particulier. Est-ce que les juges ont quand même pu travailler en toute indépendance sur un sujet, un dossier aussi sensible? À ce qu'on sait, ils ont travaillé en toute indépendance, même s'il y a eu les obstacles politiques. Il y a aussi quelques obstacles judiciaires, d'après ce qu'on a compris. Et on le raconte, je laisse les lecteurs découvrir comment et pourquoi. Mais en revanche, ils ont enquêté, ils ont eu les moyens d'enquêter, il faut le souligner. Beaucoup d'enquêteurs à leur disposition. C'est assez rassurant sur le fonctionnement de la justice en France, malgré tout, qui est souvent décrié. Mais là, on a 3 juges d'instruction indépendants qui ont mené une enquête, j'allais dire, profonde, pertinente, passionnante. Elle ne se traduira sans doute pas par un procès, mais j'allais presque dire c'est secondaire. Ce qui compte, c'est que leur travail, à notre avis, soit rendu public. Il avait vocation à rester secret, et nous, on pense qu'il est vraiment d'intérêt public, d'où ce livre. Donc, la CJR, la Cour de justice de la République, sert à quelque chose, puisque ces magistrats instructeurs ont pu travailler. Vous ne souhaitez pas sa suppression? Pour terminer, elle doit vraiment être améliorée. La formation d'enquête et d'investigation de la CJR est très intéressante et très importante. En revanche, la formation de jugement, c'est autre chose. Des parlementaires qui rappeler que ce sont des jugent députés. des politiques, c'est un souci. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est absolument Merci. passionnant. Ça se lit comme un polar, hein, même si ça fourmille de documents. Merci infiniment, Gérard Davet, Fabrice Lhomme, pour vous faire une opinion sur la question de la responsabilité politique et de la responsabilité pénale. Les juges et l'assassin, l'enquête secrète au cœur du pouvoir, c'est à lire chez Flammarion. Merci. Merci. Messieurs, tout de suite, un grand angle, vous allez le voir, il y a un mot qui s'est imposé cette semaine. Je suis sûre que vous l'avez déjà en tête. On va accueillir nos invités. Bonsoir Maria Darigrand. Bonsoir Myriam. Bienvenue sur ce plateau, sémiologue, et bonsoir Bertrand Perrier. Bonsoir Myriam. Ravi de vous retrouver, maître Perrier, passé maître dans l'art de la parole. J'ai hâte de vous entendre ce vendredi soir parce qu'évidemment ce mot, vous l'avez deviné, c'est submersion. On va réécouter le Premier ministre, c'était sur LCI lundi soir. Je pense que la rencontre des cultures est positive. Mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture, dès cet instant-là, vous avez rejet. Mariette. C'est rare d'avoir un mot de la semaine qui a submergé comme ça tout l'espace public et médiatique. J'ai hâte de vous entendre. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment il a pu surgir dans la bouche de François Bayrou? Qu'a-t-il voulu dire? À quoi ça vous a fait penser? Alors c'est un mot très fort, hein, très métaphorique. Il a été créé, submersion migratoire a été créé par Jean-Marie Le Pen, je vais y revenir. Bon, c'est comme grand remplacement Renaud Camus. Donc c'est labellisé en quelque sorte. Et François Bayrou a fait un emprunt, comme on dit. Il a cité en quelque sorte. Mais avant d'aller là, je voudrais revenir sur le mot lui-même. Il est vraiment intéressant dans son étymologie, dans son... Bon, tout le monde sait ce que ça veut dire, je suis submergée. D'ailleurs, on dit je suis sous l'eau, on est noyé. Bon, ça va, on comprend bien. Mais au deuxième degré, c'est un mot très fort qui veut dire disparition, carrément. La submersion. Et chez Littré, par exemple, donc au 19e, hein, c'est pas nouveau, quelque chose qui pouvait être submergé, c'est l'Atlantide. Il donne ça comme exemple, c'est-à-dire une civilisation qui disparaît. Donc ça donne au mot, de toute façon, et c'est pour ça, je pense, que Jean-Marie Le Pen l'avait pris, des connotations grandioses. Donc c'est ce qu'on appelle une métaphore épique. Ça met le discours politique, quand Le Pen le crée dans les années 80, un cran au-dessus de la norme. Hein, ça, tout d'un coup, c'est le péplum, c'est Game of Thrones, etc. Et c'était une façon pour lui de s'en faire le héros. Hein, c'était aussi un plaidoyer pro-domo pour avoir sa grande guerre à lui. Ce qui est à remarquer là-dessus, c'est que le mot, malgré toutes les édulcorations, adoucissements du FN devenu RN, a résisté. C'est-à-dire que cette métaphore-là de la submersion migratoire, eh ben, elle est toujours nommée, utilisée par Marine Le Pen. Et puissante dans les imaginaires, parce que quand on pose la question du sentiment de submersion, toutes les enquêtes cette semaine, mais il y en avait déjà avant, sur y a-t-il trop d'étrangers dans notre pays, elles sont
toutes très claires, quels que soient d'ailleurs les secteurs politiques, voilà, les différentes appartenances à différentes sensibilités politiques. Bertrand, qui avez-vous vu dans ce mot? C'est très intéressant, je trouve, ce que dit Mariette, parce que c'est un mot qui est un mot d'emprunt et qui est indissociable de son créateur, en quelque sorte. Il y a, quelque sorte, façon pour François Bayrou d'être le coucou, c'est-à-dire qu'il fait son nid lexical dans le nid d'un autre, c'est-à-dire Jean-Marie Le Pen. Donc il ne pouvait pas l'ignorer, ça, qu'il empruntait à Jean-Marie Le Pen. C'est d'ailleurs très intéressant que la métaphore aquatique est très présente dans l'immigration. On parle de vagues migratoires, les digues ont sauté, on parle de tsunami, de raz-de-marée. Et donc on a l'impression, ce qui est d'autant plus choquant évidemment que notamment à Mayotte, les immigrés viennent par la mer, mais donc on a le sentiment d'un raz-de-marée effectivement, et donc l'image est très frappante d'un engloutissement de l'existant, parce que l'eau, lorsqu'elle se répand partout. Donc d'une impuissance elle ne laisse plus rien. Et une forme d'impuissance politique. Si on ne peut plus bouger et qu'on est submergé. C'est que c'est à la fois une hyperbole dans la désignation, parce que c'est un excès, une dramatisation dans la désignation, et un aveu d'impuissance. Parce que tous ces phénomènes météorologiques, ce sont des phénomènes qu'on ne peut rien. L'ouragan, le tsunami, le déferlement, eh bien, on n'y peut rien. Et donc il y a un paradoxe, c'est qu'à la fois il dramatise la chose et il met en scène sa propre impuissance à la traiter en la désignant sous le nom d'un phénomène contre lequel la volonté humaine et l'action humaine ne peut rien. Donc, alors il a dit sentiment au départ. Alors oui, ça c'est. Est-ce que ça change quelque chose, Mariette? Non, je ne pense pas, parce que justement, dans le discours médiatique, on ne peut pas faire cette distinction, on ne peut pas faire cette nuance. C'était légitime et on peut comprendre et croire François Bayrou. Après tout, il voulait parler, il ne partage pas la notion nécessairement, mais il voulait parler de... Bon, effectivement, les Français semblent avoir ce sentiment. Mais alors, dans cette métaphore qui est très large, c'est vrai qu'elle est facile à comprendre en même temps, elle nous touche émotionnellement. N'importe qui peut avoir le sentiment d'être submergé, y compris par un problème banal. Hein. Donc, vous avez raison, à la fois très noble, très large, très épique, et puis très intime. Et puis, elle a un deuxième paradoxe qui est important, je crois, pour comprendre ce qu'elle fait, c'est qu'elle anoblit, d'une part, et elle dégrade, d'autre part. Alors, expliquez-nous. Parce que quand vous rapprochez des êtres humains d'une catastrophe naturelle, hein, comme le dit Bertrand, vous les déshumanisez. Ils deviennent des choses. Les migrants deviennent des gouttes de pluie, des vents, etc. Donc, première chose. Et deuxième chose, quand on dit le terme migratoire avec, le suffixe « war », il n'est pas du tout noble, il est une mangeoire, une patinoire. C'est en quelque sorte le degré zéro, là, au contraire, de l'image. Donc elle est ambiguë. Donc vous êtes submergé par plus petit que vous. Oui, et vous dégradez ce qui submerge. C'est pas la même chose. C'est pour ça que l'histoire du sentiment ne pouvait pas fonctionner. Parce que, de fait, l'expression... disons, dégrade les migrants, dégrade les gens, leur ôte de l'humanité. Donc c'est pour ça que ça a laissé, disons, la porte ouverte à toutes les réflexions éthiques, voire la moraline classique, là, qui est tombée sur François Bayrou. Mais je crois que c'est parce qu'inconsciemment, nous savons bien qu'il ne faut pas rapprocher des êtres humains, hein, de choses qui sont de l'ordre de la catastrophe naturelle. Bertrand. Peut-être sur ce déterminant, en quelque sorte, qui est sentiment de... J'ai quand même trouvé ça intéressant, parce que tout de suite, quand il a employé ce mot, il dit « Oui, mais je l'ai en quelque sorte ôté son venin en disant « J'ai dit sentiment de ». Et dire sentiment de, c'est passer de quelque chose d'objectif qui est une submersion à quelque chose de subjectif. C'est un peu comme la météo, il y a le froid réel et le froid ressenti. Eh bien, il y a l'immigration réelle et l'immigration ressentie. Mais c'est intéressant d'un point de vue rhétorique aussi, parce que si je dis « il y a une submersion », je dois le démontrer. Il y a des statistiques, il y a des chiffres. Si je dis un sentiment de submersion, en réalité, c'est une dispense argumentative. Ça ne se démontre pas, c'est un sentiment, c'est un ressenti, et donc ça me dispense d'avoir à le démontrer, à le documenter, à le chiffrer. Et c'est donc une sorte de dispense. En employant ce sentiment qui est évanescent, eh bien, on se dispense d'avoir à prouver le mot principal qui est submersion migratoire. Même s'il lui dit qu'il n'avait pas du tout en tête d'emprunter au lexique de Jean-Marie Le Pen ce mot, est-ce que ça le fait au fond céder quand même au populisme de l'avoir dit comme ça?
Disons que ça montre que le populisme est là, avec son vocabulaire, avec ses visions, et c'est la lepénisation des esprits, ou bien les feux Overton, là, où... La fenêtre d'Overton. Voilà, c'est-à-dire où des mots qui nous semblaient extrêmement puissants, radicaux, aujourd'hui ont perdu, ça devient normal. Mais je voudrais dire à propos de François Bayrou, on avait analysé ensemble son discours de politique générale. Il avait déjà parlé de vague, vous vous souvenez, mais ce n'était pas la vague des migrants, c'était la vague éventuelle du rejet par les villageois qui voulaient... Tout à fait. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que probablement dans l'inconscient de François Bayrou, et quand on est interviewé, par moments c'est le lapsus ou l'inconscient qui parle, après tout, hein. Il est un homme comme nous, et je pense qu'il est préoccupé par les histoires de vagues et que c'est sorti comme ça. Il y a peut-être un tout dernier mot, c'est qu'on a beaucoup parlé du mot, maintenant il faut aussi parler de la chose. Il ne faudrait pas que le mot soit une sorte d'épouvantail. On a tellement, et nous, ce soir, y compris, on a parlé du mot. Absolument. Ça ne dispense pas de parler de la chose. Le signifiant et le signifié. Sachant que François Bayrou a renoncé à toute grande loi sur l'immigration, donc ça fait réfléchir aussi. Merci, c'était passionnant. Merci d'avoir été avec nous en cette fin de semaine. C'est le week-end, profitez bien. Ça vous regarde revient mardi pour revoir l'émission, la chaîne YouTube, pour l'écouter, le podcast désormais de Ça vous regarde. Très belle soirée sur LCI. Merci les amis.